Covid-19, catastrophe naturelle, la faim, l'environnement, mais aussi l'éducation, l'emploi décent. Bref, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui font l'actualité en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quel remède faut-il apporter à l'humanité comme, bien sûr, remède, réponse à toutes ces questions afin que nous vivions d'une manière acceptable, d'une manière qui nous rende heureux sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi ce soir, je reçois sur ces lieux, sans plus tarder, deux invités avec qui nous allons partager autour de ce thème la nécessité en RDC de pouvoir promouvoir bien sûr la cohésion et surtout la cohésion sur le plan social. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous présente à ma droite Madame Rachel Kakoudi, elle est là. Rachel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Bien, merci, je vous remercie. Très bien, apparemment, malgré le vent de la Covid. Absolument, absolument, absolument. Tout se passe pour le mieux. À partir du moment où on respecte les gestes barrières, bien sûr, et qu'on se conforme, et on peut continuer à évoluer. Merci, Rachel. À ma gauche, j'ai quelqu'un, cette fois-là, c'est un homme. De nature, je commence par une femme. Cette fois-là, plutôt, c'est un homme. Il s'appelle Christian Lupemba. Christian, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue dans 2 heures de news. Merci beaucoup, monsieur. Et vous, ça va avec le coronavirus? Ça va. On apprend maintenant à vivre avec. On doit faire des efforts pour apprendre à respecter les gestes barrières et continuer à vivre sans se contaminer par contre. Mesdames et messieurs, les deux que vous voyez, c'est-à-dire à ma droite Rachel et à ma gauche Christian, sont tous membres de la grande communauté. Ici, la communauté qu'on appelle la foi Baha'i internationale. Ils sont tous deux membres du bureau des affaires extérieures. Et avec eux, nous allons parler s'il y a nécessité ou non de promouvoir cette cohésion sociale en République démocratique du Congo. Je voudrais commencer par l'un de vous. Je prends qui? Vous avez le choix. Ben alors, si j'ai le choix, cette fois-là, je prends un homme. Christian, c'est quoi la foi Baha'i? Vous êtes un parti politique, un mouvement philosophique, un courant de pensée, une secte religieuse. Qui êtes-vous exactement, la foi Baha'i? Merci beaucoup pour la question. La foi Baha'i est une religion indépendante qui a été fondée par Baha'u'llah depuis 1844. Alors c'est une religion qui est mondialement connue, qui est vraiment répandue, c'est l'une des religions les plus répandues au monde. Et le but des enseignements de Baha'u'llah... D'abord, quand vous dites Baha'u'llah, ce n'est pas en RDC. Absolument. Baha'u'llah est un nom arabe. Il signifie la gloire de Dieu. Ok. Mais Baha'u'llah est d'origine iranienne. Alors, il a commencé sa mission en Iran, mais par après, il a été exilé de son pays. Je ne veux pas m'étendre beaucoup sur l'histoire. Non, ce n'est pas la leçon du déjà jour. Parler sur peut-être ses enseignements. Alors, Baha'u'llah enseigne la promotion de l'unité de l'humanité, pour que nous puissions à la fin aboutir à la paix mondiale, à la paix universelle. Alors, nous sommes les membres du Bureau des affaires extérieures. Nous travaillons avec les différents partenaires. Notre but, c'est entrer en relation avec les différents acteurs dans différents domaines, avec qui nous pouvons collaborer pour atteindre ensemble des objectifs communs, pour promouvoir la paix, l'unité, la sécurité, le bien-être d'une manière générale. Merci Christian. Je me tourne vers Rachel. La paix, l'unité, ça me paraît pas facile, Rachel, pendant cette période où nous vivons au rythme de la Covid-19. Comment se porte votre communauté en cette période? Merci beaucoup. En fait, il y a une réalité, souvent quand un défi se présente, finalement c'est une opportunité. Et dans la communauté, mais en réalité on va essayer d'être le plus réel possible. La communauté, elle travaille avec des différents acteurs sociaux, à la fois au niveau local et au niveau national, qui vont contribuer à ce pouvoir de reconstruction sociale. Et donc, concrètement, ça a été une réalité que nous avons, c'est une réalité, parce qu'elle est toujours là, que nous embrassons en lisant notre société. Ça veut dire que nous avons été obligés de travailler de manière solidaire
de développer nos capacités de coopération. Et par exemple, si j'ai envie de vous citer un exemple, je vais penser... Allez-y, vous êtes très libre. D'ailleurs, c'est l'exemple qui facilite la chose. Tout à fait. Eh bien, si je prends Uvira, dernièrement, dans ce contexte de Covid-19, la RDC ne manque pas de défis parallèles. La rivière, au mois d'avril, a débordé de façon très importante, avec plusieurs dizaines de morts, des dégâts matériels considérables. Eh bien, prenons un exemple concret. La communauté Baha'i locale de Uvira s'est posé la question, au niveau local, c'est notre devoir de faire quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir apporter des solutions. Et donc, ils ont réfléchi avec tous les acteurs, évidemment, communautaires. Et ils ont apporté des solutions. Et ils ont apporté une solution. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on apporte des solutions, on n'essaie pas simplement... Par exemple, dans ce cas-ci, on avait des sinistrés. Bien entendu, vient à l'esprit, et c'est bien sûr très important, de venir matériellement secourir. C'est ce qui a été fait. Mais le travail, si je peux me permettre, le travail de la communauté va toujours faire en sorte qu'on va chercher à travailler le lien entre le lien matériel et spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a une profondeur qui doit aller au-delà du matériel, dans les liens qui se créent en réalité. C'est de là que tout part, c'est-à-dire une capacité de cohésion sociale dans un développement communautaire qui va s'installer petit à petit. Merci Rachel. Je note au moins que vous avez évoqué Uvira avec ce qu'on a connu comme catastrophe naturelle. J'ai noté une question, nous allons y revenir, vous nous direz exactement. C'est que vous avez pu faire en rapport avec cela, et puis si vous le faites seulement à Uvira, parce que la RDC, c'est pas Uvira. Absolument. Merci. Christian, je reviens aussi à vous maintenant. Votre communauté, j'ai appris en me documentant que vous êtes très très proche du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous ne ferez pas mieux d'être carrément une ONG internationale plutôt que d'être une confession religieuse? C'est une très bonne question. Au début, nous avons dit, nous, en tant que Baha'i, nous ne pensons pas que nous allons réaliser les promesses ou bien les enseignements de Baha'u'llah seuls. Nous pensons que nous pouvons les réaliser en collaborant avec les autres. Et notre action, quelque part, est en résonance avec certains objectifs, notamment les objectifs de développement durable que fixe le PNUD. Alors, nous collaborons avec toutes les organisations. D'ailleurs, ce n'est pas que nous. Les autres religions aussi collaborent avec les différentes organisations qui peuvent les aider à réaliser leurs objectifs. Donc la FOBAI collabore aussi avec ces différentes institutions dans le but d'aider à promouvoir le bien-être social. Si je peux me permettre d'ajouter... Volontiers. Voilà, on est sur la planète Terre. C'est notre maison à tous. Et donc aujourd'hui, on est à une ère où la Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. C'est une citation. Quelqu'un a même dit que le monde est un village planétaire. Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Et donc le PNUD et d'autres, en tous les cas en termes de développement, le PNUD effectivement pense les choses globalement. Et donc c'est comme on dit en anglais, act local, think global. Donc on agit localement, on pense globalement. Et sur cet aspect, sur cette approche, sur cette vision, nous nous retrouvons, puisque comme l'a très bien dit Christian, la mission finalement, comme il a expliqué du fondateur Baha'u'llah, est d'apporter l'unité comme pivot central en réalité, comme remède souverain à tous nos maux M-A-U-X. D'accord. Et donc dans ce sens... C'est le pluriel de mal pour ceux qui nous... Exactement. Voilà. Pas M-O-T-S. Dans ce sens. Vous parlez très bien français. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, si vous voulez, la foi, en tous les cas, tous les acteurs, tous les protagonistes de la foi Baha'i et tous ceux avec qui ils travaillent localement. Alors, on travaille à différents niveaux. Nous, vous l'avez bien dit, le Bureau des Affaires extérieures, on travaille au niveau national, on rencontre les acteurs nationaux. Mais où allons-nous tirer nos apprentissages? Et nous y reviendrons bien sûr. On va le tirer sur le travail concret. D'accord? Parce qu'en fait, on n'a pas de baguette magique. On essaye, à la lumière de la révélation, des enseignements et de la guidance, on va dire aussi des institutions, et on agit. Voilà, on agit concrètement. Alors on prend ces apprentissages, bien sûr, et on peut ensemble
avoir une prise, un pouvoir pour la reconstruction Vous gardez sociale. la parole, Rachel. Quand vous dites sur terrain, ça veut dire vous voulez répondre aux besoins qui se présentent dans les milieux où vous voulez rencontrer les aspirations des populations. Alors c'est plus subtil que ça. In fine, ça prend tout ça en charge, c'est sûr, mais c'est subtil dans l'approche. C'est-à-dire que comment fonctionne la communauté Baha'i locale? Dans chaque quartier vivent des Bahaïs et ils vont se lever pour servir, d'accord? Et dans chaque quartier, pourquoi le quartier est si important? Parce que finalement, au niveau du quartier, tout le monde revient dans son quartier. On peut être fonctionnaire, on peut être professeur, on peut être banquier, on peut... À un moment donné, catégories socio-professionnelles. Voilà, différentes catégories socio-professionnelles, différentes croyances également rentrent chez elles, et donc se retrouvent évidemment à la maison. Et là, on a un nouveau milieu qui est en dehors de chacun à son église ou en dehors de chacun va à son école, voyez-vous. Alors, on va maintenant travailler des activités qu'on appelle des activités de base, mais qui ont vraiment une dimension éducative où la profondeur de qui nous sommes. On a tous une âme, d'accord? Donc, de cela, la profondeur des activités éducatives vont prendre leur sens à l'attention des enfants, à l'attention des jeunes, à l'attention des adultes également. Merci Rachel. Je voudrais qu'on aille parlant un peu de manière sectorielle de ces activités qui sont les vôtres. Parmi les activités, bien sûr, vous faites allusion souvent à la fois Baha'i, à la bonne santé, mais aussi à la sécurité alimentaire. Je voudrais marier les deux aspects-là. Comment vous vous y prenez, Christian? Oui, alors, dans les différentes activités que nous menons sur terrain, nous, comme l'a dit Rachel, les amis au niveau local se consultent. Ils regardent quels sont les défis qu'ils ont. Et après, ils essayent de trouver des solutions qui peuvent les aider à relever ces défis-là. Alors, en ce qui concerne la santé et la sécurité alimentaire, je peux prendre par exemple l'exemple d'un village au sud Kivu qu'on appelle Tchandjavou. Tchandjavou, c'est dans le sud Kivu. Les amis se sont butés à des difficultés. Leur culture ne prenait pas, donc il fallait qu'ils trouvent des moyens pour qu'ils puissent trouver solution à leur subsistance. Oui, à leur subsistance quotidienne. Alors, ils se sont consultés, ils ont envoyé des gens apprendre des techniques de culture. Et ces gens sont venus, ils ont formé d'autres gens au niveau local. Et ensemble, ils ont commencé à travailler pour produire ensemble, s'autosuffire et aussi avoir quelque chose à revendre pour subvenir à d'autres besoins. C'est un peu de cette façon-là que nous fonctionnons. Donc, à partir d'un problème, nous réfléchissons, nous étudions, nous agissons. Après, nous revenons encore pour réfléchir si on peut améliorer ce qu'on a fait, si on peut encore aller de l'avant, quelle est la prochaine étape après ce que l'on fait. Je reste avec vous. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'argent quand vous allez descendre dans un village, vous prenez ce genre de défis à relever? Ça, ce sont les moyens. Très bonne question. Les réalisations que font les Bahaïs ne sont pas nécessairement liées aux moyens financiers. Même si les moyens financiers sont importants pour réaliser ces activités. Ils sont d'abord liés sur la volonté des différents protagonistes de résoudre un problème. Si nous nous retrouvons, moi, toi, Rachel, avec un problème à résoudre, on le résout avec ce que nous avons dans nos mains. Il y a un dicton dans une des langues locales qui dit « c'est le bâton que tu as dans ta main qui résout le problème que tu as ». Donc, les moyens de bord. Les moyens de bord, avec leurs moyens de bord, les amis font un effort pour trouver solution à leurs problèmes. Oui, et d'ailleurs, si on peut compléter Rachel, vas-y. Vraiment cette idée, c'est que ce cas que vient de nous citer Christian n'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, sur une période de 3 ans, si on peut dire. Et dans cette période, au départ, rappelez-vous, on est parti de quelque chose, de la cohésion. Le thème, c'est la cohésion sociale. Tout à fait. Aujourd'hui, ça fonctionne parce que la cohésion sociale est là. Au départ, eh bien, on a les réalités comme, somme toute, on peut les avoir partout. Et les amis Baha'i, on rencontre les autres acteurs sociaux. Dans ce village, par exemple, il y a de mémoire 3900 âmes, 3900 individus. Eh bien, parmi ces 3900 individus, vous pensez bien qu'il y a des croyances différentes. Tout à fait. Voilà. Eh bien, au départ, il y a des préjugés, d'accord, qu'il faut pouvoir arriver à dépasser.
Et tout ça, ben, on le fait en tous les cas de notre côté, et on le fait ensemble, fatalement. On ouvre des activités communautaires qui sont ouvertes à tout le monde, à toutes les croyances. C'est ça l'intérêt. Ce ne serait pas intéressant si on faisait ça entre nous. Donc c'est ouvert à tout le monde, toutes ces classes d'enfants, ces pré-jeunes, etc. Et il y a une croissance spirituelle qui opère, je vais dire. Et donc petit à petit, il y a une confiance, un lien qui s'installe. Et comme on a tous les mêmes besoins... Qui s'installe donc entre vous entre les acteurs sur le terrain. En jeu, ok. Voilà, entre tous les acteurs sur le terrain. Donc, c'est-à-dire les papas, les mamans, les institutions, le chef de la localité qui finalement au départ a regardé comment ça évolue et puis se rend compte qu'il y a un impact formidable sur les enfants. Et il donne la main. Alors voilà, exactement, il donne le coup de main. Donc on est tous partenaires. On oublie Baha'i, si je puis me permettre. Tout à fait. Tout ça n'a plus d'importance, d'accord? On est des humains, des âmes qui se rencontreront et qui allons œuvrer ensemble. Et donc pour arriver justement au bout de la cohésion, pour arriver à vivre la cohésion sociale, ça se fait évidemment d'étape par étape. Et ensuite, the sky is the limit. Le ciel n'a pas de limite. On évolue dans la vie. Ah, ça c'est bien noté. Et lorsque nous parlons santé, nous parlons sécurité alimentaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, afin de garantir la cohésion sociale, la foi Baha'i sur ce plateau avec Christian à ma gauche et Rachel à ma droite, nous sommes en train de voir la nécessité de ces activités, particulièrement en République démocratique du Congo. Et c'est le cas de toucher à l'environnement qui dit santé, qui dit aussi sécurité alimentaire, voit l'environnement, cette mer, la terre-mer qui nous gère, les eaux, la forêt. Curieusement, en passant une fois à Lemba, j'ai vu Christian, j'ai cité la commune, dans une autre structure, mais ils étaient en train d'assainir la commune de Lemba. Pourquoi vous vous intéressez beaucoup à l'environnement, Christian? Alors, d'abord, ce que nous croyons, c'est que, bien sûr, le but de l'enseignement Baha'i, c'est de transformer l'humain pour l'amener à vivre cette unité promise depuis des années. Alors, nous pensons que nous ne pouvons pas transformer l'homme sans transformer l'environnement dans lequel il vit. Parce que ces deux éléments interagissent et s'influencent mutuellement. Alors, si nous voulons changer l'homme, il faut aussi penser à changer son environnement. Et notre environnement, notre terre, notre mer, c'est le premier endroit, c'est notre maison en fait. Si nous la gâchons, où allons-nous habiter? Où allons-nous appliquer tous ces enseignements de Baha'u'llah? C'est pourquoi nous pensons que l'une des priorités, c'est de préserver l'environnement. Et nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec nos partenaires. Les différents protagonistes avec qui nous sommes en relation, en coopération, nous travaillons avec eux pour trouver notamment des solutions sur le plan environnemental. Et de manière concrète, Christian, qu'est-ce que vous faites actuellement pour préserver un peu un environnement sain à l'ère de la pollution multiple? Qu'est-ce que vous faites sur terrain? Actuellement, nous sommes résolument engagés d'abord dans la sensibilisation des jeunes pour qu'ils puissent s'impliquer dans la protection de l'environnement. C'est-à-dire, beaucoup de gens entendent dire protection de l'environnement. Voilà. Mais finalement, que veut dire ce mot protection de l'environnement? C'est-à-dire poser des actes conscients qui préservent l'environnement. C'est-à-dire aider les gens à comprendre que nous devons garder notre environnement propre. Et chaque acte que nous posons par rapport à l'environnement montre en fait qui nous sommes. Aider les gens à comprendre cela. Mais aussi nous sommes résolument engagés dans une initiative interreligieuse pour la protection de la forêt tropicale. Pas seulement les Baha'i, toutes les religions. Vous n'êtes pas du genre à travailler seul maître à bord, non? Vous êtes ouvert à d'autres religions. Ça, c'est pas du tout la philosophie de la foi Baha'i. La foi Baha'i, nous croyons fermement que nous ne pouvons pas réaliser nos propres objectifs seuls. Nous le faisons avec les gens. C'est là que vous faites allusion à l'unité. Absolument. Tout à fait. Dans la diversité. Dans la diversité. Et ça ne crée pas quelques couacs? Ce sont des apprentissages, des défis entre les humains, il y en a toujours. Absolument. Et ce sont chaque fois des opportunités, parce que quand vous avez, quelque part, c'est ce que nous essayons tous d'ailleurs, c'est d'avoir la posture d'apprentissage, une forme d'humilité en quelque sorte, parce qu'on sait qu'on ne détient pas la vérité, et seul.
D'accord, on ne détient pas la vérité seul, parce qu'on a peut-être une révélation qui est un bijou, mais nous sommes vraiment très très limités, nous avons nos propres défauts. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait en tant que Baha'i. Donc on se supporte mutuellement. Voilà, on Rachel, apprend au-delà de l'environnement, je vous garde encore, la foi Baha'i insiste, semble-t-il, sur l'éducation des qualités. Oui, Qu'en est-il au juste? Voilà, vraiment, ça effectivement, c'est au cœur même de l'action sur le terrain. Les différents exemples qu'on vous a cités, on a parlé déjà d'Ouvira, on a parlé un petit peu du village de Kanjavu, on peut parler aussi du village de Chi. Vous voulez dire que vous êtes seulement dans l'Est Non, juste, voilà. C'est pas un choix de Bukavu. Vous savez, en RDC aujourd'hui, il faut le dire, dès que vous citez un village, les gens vous identifient. Mais pourquoi seulement tel village? Pourquoi pas le mien? Bon, moi, si je viens de Bolobo, pourquoi pas mon village à moi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Alors justement, là, on va partir au niveau du Kasaï central. On va aller à Chilaka, qui est un village qui est plus ou moins à 265 km, je crois, de Kananga. Et donc là, on a une expérience, on parle de cohésion sociale. La cohésion sociale est importante pour aller où? Pour pouvoir arriver à contribuer au développement communautaire. Tout à fait. D'accord. Eh bien, cet exemple du village de Chilaka est très intéressant parce que il a démarré son travail sur le terrain avec la communauté Baha'i locale, a démarré depuis 20 ans. Aujourd'hui, et donc au départ, si vous voulez, les amis Baha'i, comme l'a dit Christian tout à l'heure, ils se posent la question de leurs besoins. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait une chose centrale qui n'allait pas dans ce village, c'est que les enfants ne pouvaient pas étudier. Et donc, ils étaient obligés d'aller à 15 ou 20 km à pied. Tout à fait. Ce qui veut dire que pour la population là-bas, il y avait peut-être qu'une petite dizaine d'enfants qui pouvaient accéder à l'école. À l'école, voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, cette communauté locale, ce qu'elle a fait, elle a pris en charge, elle a déployé, on va dire, les activités d'éducation dont on vous a parlé, avec des classes d'enfants au départ. Et ces activités... Dans ce village-là. Dans ce village-là. Et donc, les enfants ne devaient plus parcourir de longues distances. Exactement, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. Ça démarre avec vos voisins, d'accord? Il faut être dans la réalité, ce n'est pas quelque chose... Comment ça a commencé? Allons-y calmement. Voilà, exactement. Par rapport à l'exemple que vous prenez, Rachel, comment cela a-t-il commencé pour amener ses enfants à l'école? Eh bien, en réalité, ça a été d'abord pas une école formelle, d'accord? Ça a été, comme on dit, une classe d'enfants. Donc, les 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 Baha'i sur place, au départ, se sont dit, prenons nos enfants, allons chercher les enfants des voisins, proposons, réunissons-les. Et quel était l'objectif de ces classes? L'objectif était de commencer à élever la conscience des enfants tout petits. On sait qu'un enfant tout petit, c'est le moment privilégié et important pour d'apprentissage pour qu'il puisse devenir un adulte beau. D'accord. Et donc voilà, le travail a été fait d'une manière avec une approche pédagogique, participative et éducative très vivante et dynamique, au travers d'apprentissage de prières chantées, de citations chantées, d'histoires racontées. Ce n'était pas une sorte d'école coranique chez les musulmans? Ah, ça, on apprend que le Coran est la vie je ne pense pas, peut-être. de Baha'i pour les cas qui vous concernent. C'était comment Christian voulait compléter justement? Je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles coraniques, je ne pourrais pas en parler avec autorité, mais je pense que ce que les Baha'i font, ce n'est pas du tout de l'endoctrinement. Voilà. Ce n'est pas du tout ça. Ce que nous voulons, c'est juste élever certaines qualités dans les enfants. La justice, la générosité, l'obéissance, le respect. On veut juste élever ces qualités dans les enfants. Qu'ils soient Baha'i ou pas, ces qualités sont universelles. On veut juste élever ça. À part ça, on veut leur donner un peu de connaissances scientifiques. Lire, écrire, compter, juste ces quelques activités, juste pour élever la conscience. Ça n'a rien à voir. On ne leur enseigne pas la foi Baha'i dans ces classes pour enfants. On leur enseigne le développement de ces qualités. On leur apprend à lire, à écrire, à chanter, à faire quelques jeux. Et ça se limite là. Tout ce qui va avec l'enfant. Et donc, ça crée... Voilà. Rachel, je reviens à vous. Vous allez peut-être rebondir, mais j'en profite déjà pour poser une autre question. Cela crée carrément de l'emploi, un travail. Mais un travail qui doit être décent selon les lois que vous prônez. Alors, ici, ça crée à ce niveau-ci, on est toujours dans la réalité, okay. D'accord? On répond à un besoin. Quand vous avez un besoin, vous faites de votre mieux, vous mettez tout ce que vous avez de mieux pour y répondre.
Après, par la grâce de Dieu, les choses vont évoluer petit à petit. Dans le cas que nous avons pris, au fur et à mesure et très vite, les habitants se sont rendus compte de la richesse qui était là. Et donc, une école formelle a pu maintenant s'installer. Par la suite, on a installé même un institut technique agricole, voyez-vous, parce que votre question, c'était éducation de qualité. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est fait de manière très, très systématique. À ce moment-là, vous pouvez avoir une fondation d'inspiration Baha'i qui vient avec certains programmes pour donner un coup de pouce, si vous voulez, pour avoir des programmes de qualité. Mais à ce moment-là, on est déjà dans une dynamique où, tout à l'heure on a parlé, mon ami Christian, quand vous avez un institut technique agricole, ça veut dire que vous allez avoir des champs communautaires. Ça veut dire que vous allez connaître les cultures vivrières, les cultures diversifiées à haut rendement. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, au lieu de rester avec ma parcelle que je cultive, et que uniquement au moment où cette plante que je cultive ne peut je peux l'accueillir, peut produire, vous allez apprendre finalement au fur et à mesure que vous pouvez à un temps donné, bien sûr, utiliser votre partie de parcelle pour peut-être planter les patates douces. En même temps, vous pouvez planter d'autres produits qui en réalité se marient, peuvent se planter en même temps. Tout à fait. Et puis, mais vous allez aussi vous dire que ce sera, vous allez systématiquement être dans un rendement productif qui n'arrête pas. Et cela crée carrément un travail. Voilà, qui dit travail décent, dit aussi salaire décent, voilà. Christian. Absolument. Un revenu en tous les cas. Un revenu, absolument. Parlons de revenu, oui. Le revenu qui consiste bien sûr à subvenir toujours aux besoins de cette même population. Absolument, Mais absolument. je voudrais, partant de votre expérience, vous, Fabahaï, vous demander qu'est-ce que vous pouvez prodiguer aux autres pour parvenir à des expériences de la même nature afin que l'éducation de qualité et le travail décent soient aussi une réalité non seulement promue par vous, mais aussi par les autres, avec vous. Bien sûr. Ou sans vous. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous prodiguez comme conseil pour y parvenir, Rachel? Voilà, c'est vraiment très très important, c'est que l'approche, elle est inclusive. D'accord. Alors, je vais vraiment rester dans l'approche même qui est que je ne vais pas prodiguer de conseils, je ne vais pas prodiguer une charte qu'on va suivre à la lettre. C'est dans ce sens que je veux dire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut avoir un esprit d'ouverture et se tourner les uns vers les autres. Essayer, en réalité, je pense qu'il y a un baromètre, on l'a dit, c'est l'unité. Si vous êtes dans le bon chemin, vous allez vivre une cohésion, l'unité. À partir du moment où vous voyez que les choses ne marchent pas, ça veut dire ensemble, il ne faut pas se séparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bien, ensemble, vous allez réfléchir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'unité, c'est un baromètre en fait, un baromètre vraiment efficace parce que quand elle est là, il y a une cohésion et vous allez chaque fois trouver la solution qui va correspondre au mieux avec le bon sens. Pas pour un intérêt d'une personne ou d'une autre, mais en réalité, vous y allez avec toute la sincérité qu'il faut, avec toute la véracité et la sincérité qu'il faut. Alors là, je me tourne encore vers Christian, parce que j'aurais voulu étancher ma soif, Christian. Le travail décent, j'insiste sur ce mot. Comment est-ce que je peux comprendre, dans un contexte qui est le nôtre, un Congo démocratique où d'abord ceux qui ont accès à l'emploi sont une très très faible portion, mais la foi Baha'i vient pour nous dire non, il faut un travail décent. Est-ce que ce n'est pas un discours assez démagogique pour dire aux gens venez chez nous et n'allez pas ailleurs? Non, Christian. non. C'est vrai que vu comme vous le dites, ça peut être considéré comme un discours démagogique. Mais ce que les Bahaïs font, d'abord, les Bahaïs croient qu'un travail bien fait est un acte d'adoration. C'est là le fondement. Donc, nous invitons, nous encourageons les gens à promouvoir, à produire un travail de qualité. Allez, calmement. Quand vous dites acte d'adoration, Absolument. Je voudrais me mettre à la place de beaucoup de Congolais ou d'autres personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire un acte d'adoration. Absolument. Je prends un exemple tout simple. Il y a une maman qui, au coin, est en train de faire ses beignets.
Elle fait ses beignets, elle les vend aux passants. Elle rend un grand service aux gens. Il y a peut-être des gens qui ne vont manger que ces beignets et aller dormir. Il y a d'autres qui avaient tellement faim, grâce à ces beignets, ils ont étanché leur faim, leur soif, et ils peuvent continuer de travailler. Donc, chaque acte qu'on pose et qui crée de la joie auprès d'une autre personne, c'est comme si on adorait Dieu, en fait. Ah, acte d'adoration, donc l'adoration des dieux. Là, je suis un peu arrivé, je suis très arrivé. Et alors, c'est pas démagogique? Non, je continue. Très bien. Donc, lorsque vous faites un travail de qualité, sûrement, on vous connaît. Les gens vous connaissent. Non, la maman là, elle fait de bons beignets. Et chaque fois qu'ils ont besoin de beignets, ils viendront chez vous. Vous aurez de l'argent que vous gagnez honnêtement. Chaque personne, là où elle est, si elle décide de mener un travail pour servir d'abord les autres, il y aura quelque chose qui va se passer en elle et chez les autres. Le problème avec nous, avec la plupart des gens, c'est qu'on pense qu'avoir beaucoup de moyens, c'est ça, être heureux. En réalité, la personne qui est heureuse, c'est celle qui a peu de besoins. Ok. Donc, il faut voir qu'est-ce que je fais avec les revenus que j'ai. Comment je fais pour que mon activité continue. Comment je fais pour ne pas tomber en faillite. Donc, une gestion intelligente de nos ressources est aussi quelque chose qu'on demande, pas seulement au bail, mais à tout le monde. Ainsi donc, quel que soit ce que tu gagnes, si tu le gagnes honnêtement et que tu le dépenses aussi parcimonieusement, je ne pense pas que tu auras beaucoup de problèmes. Et donc, de manière beaucoup plus pratique, Rachel, je t'attendais, mais je dois rebondir sur ces villages qui ont été cités tout à l'heure. Ouvira a connu de sérieux problèmes, mesdames et messieurs. C'était en avril dernier. Les eaux ont quitté le lit de la rivière et plusieurs maisons ont été ravagées. Il y a eu mort d'hommes et des dégâts matériels incommensurables. Jusqu'à ce jour, le sourire n'est pas totalement revenu sur terrain. Nous avons des nouvelles de ce côté-là. Mais vous avez aussi parlé, non loin de Bukavu, d'un village, Tchandjavu. Et même dans le Kasaï, vous avez parlé de notre village, c'est Chilaka. Voilà. Concrètement, maintenant, qu'est-ce que vous avez comme agenda lorsque vos communautés locales continuent de relever le défi là où elles sont, alors que vous êtes ici à Kinshasa où il n'y a pas ces problèmes. Rachel, vous faites concrètement cela comment? D'accord. Vous voulez dire l'agenda local ou l'agenda d'ici? C'est tout à la fois local. Moi, je prends local comme RDC. D'accord, ok. Bon, en réalité, comme vous l'avez dit, si on prend le cas de Ouvira, les conséquences ne sont pas résolues. Donc, il y a beaucoup de défis encore à relever, c'est vrai. Beaucoup de sinistrés, de déplacés. Et c'est notre appel. Je crois que les uns et les autres peuvent mettre la main pour que Ouvira retrouve du sourire. Voilà. Et donc, quelque part ici, en réalité, si je prends le cas sur place, ce qui a été fait sur place, était vraiment une approche importante parce que avant d'arriver à la phase, si vous voulez, de venir servir des biens matériels comme de la nourriture, comme également des nattes, en tous les cas de première nécessité, il y a eu une phase préparatoire de plusieurs semaines, donc pratiquement on va dire 1 mois et demi, où un travail a été fait de rencontres. Donc pour lier à chaque fois, pour que le lien, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le matériel et le spirituel se crée, se noue, pour aller au-delà, si vous voulez, dans un sens plus profond, dans le lien qui se crée. Pourquoi? Parce que c'est évidemment important, ces nouvelles âmes, elles arrivent maintenant dans un nouveau milieu. Tout à fait. Et donc il faut qu'elles s'intègrent. Et tout se tient. Quand on s'intègre, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il va falloir que les enfants aient une éducation décente. Il va falloir qu'on trouve une autre manière de subsistance. Et donc, ça devient maintenant, bien entendu, une nécessité d'une transformation individuelle pour chacun, mais aussi de viser un bien-être collectif. Parce que là, on a évidemment une population en grand nombre qui souffre. Et donc, à ce moment-là, c'est là que, si vous voulez, le travail qui se fait de manière inclusive va être porteur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a 3 acteurs importants qui doivent jouer. Allez-y rapidement. Voilà. Il y a les individus, d'accord? Il y a la communauté et il y a les institutions. Alors, les institutions ici, si on prend le cas du village, si on prend le cas de la réalité, que ce soit Ouvira ou les 2 autres villages que nous avons cités,
Les institutions sont parties au départ de l'initiative, si on parle de l'initiative de l'Assemblée locale Baha'i, qui est une assemblée élue, d'accord, de 9 personnes et qui va gérer et guider les affaires de la foi localement, mais qui directement va lire sa société, sa réalité et va s'associer, va chercher à travailler avec les autres autorités. La police, à travailler avec la police, les représentants des mamans, les représentants des jeunes, chefs de quartier, etc. Tout ça, évidemment, est... Voilà. Et donc, le deuxième niveau, c'est la communauté, qui, elle, est composée d'individus. Et le troisième? Donc, non, le premier que j'ai dit, c'est les institutions. Et le troisième, je demande... la communauté, l'individu. L'individu. Voilà, l'individu. Tout part de lui en réalité aussi. D'accord? C'est un lien qui doit se construire de coopération et de confiance. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un développement durable qui peut opérer. Je voulais te garder, Rachel, pour clôturer cette émission. Mesdames et messieurs, Rachel va nous dire exactement, va nous donner un message en 30 secondes. Quel message la foi Baha'i prône? Christian va me compléter. Quel message vous prônez pour que nous puissions aspirer à cette cohésion sociale, plus particulièrement en cette période où le monde est secoué par le coronavirus? Je pense que le message vient du cœur et en même temps vient de notre réalité. On aspire tous à vivre dans un monde meilleur. On a, nous, en tant que Baha'i, cette confiance puisque Baha'u'llah nous dit que c'est votre choix. Si vous décidez, si vous choisissez de développer vos capacités, vous allez, et que vous faites le choix de faire des efforts pour aller vers l'unité, pour faire en sorte qu'il y ait une éducation pour tous, pour faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les droits sociaux de l'homme et de la femme, pour faire en sorte de supprimer les extrêmes, richesse et pauvreté, il nous garantit que c'est l'ère, c'est maintenant, c'est le nouveau monde pour y arriver. C'est le nouveau monde, Christian. Un petit complément. Le message pour que cette cohésion sociale devienne réalité. Oui, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que chaque individu, chaque communauté, chaque groupe d'individus, chaque religion a une contribution à apporter pour le développement de la société. À Kinshasa, on vous trouve où, Christian Lupemba? À Kinshasa, on nous trouve à Limete, 8e rue, numéro 474, Petit Boulevard. Rachel, est-ce que nous avons un site ou une autre adresse par laquelle vous contactez? Et c'est là la fin. D'accord, télépathie. 3 fois W, Baha'i, BAHAI-RDC.org. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir, franchement un plaisir. Vous avez suivi ce soir sur ce plateau 2 invités très bien outillés qui ont parlé avec maîtrise de ce qui se passe au sein de la communauté ici appelée la foi Baha'i internationale, où nous avons parlé de la nécessité pour la RDC de garantir la cohésion sociale. Baha'i, sur ce lieu, donc, nous a présenté diverses activités qui se font non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, afin de promouvoir, bien sûr, le bien-être de toutes les populations. Je vous retrouve très prochainement, avec le même plaisir, pour un autre numéro. Et dans l'entretemps, je vous dis au revoir.